7up présente l'idée lumineuse de Fido Dido, la collection des Cool Can. Aussi marrante à voir que rafraîchissante à boire. 7up, un point c'est tout. Découvrez le Futuroscope, un voyage unique dans l'image spectacle. Pénétrez au cœur de l'action, au Futuroscope près de Poitiers, le parc européen de l'image. Une seule cuillère suffit. Maxwell Qualité Fibre. Ici, dans les îles, j'ai appris à vivre en harmonie avec la mer, le soleil et le vent. Avec les Polysianes, je me sens protégée. Ma peau est toujours bien hydratée. Les Polysianes, le secret de beauté venu des îles. Vivre, c'est découvrir. C'est maîtriser tous les problèmes personnels et professionnels. C'est entreprendre. Vivre, c'est respirer. En confiant à d'autres les soucis de la vie quotidienne. Alors, vivez. Nous faisons le reste. Europe Assistance. Le barbecue électrique Tefal est parfait pour l'extérieur. Il saisit les grillades sainement en toute sécurité. Et d'ailleurs, il le fait aussi à l'intérieur. Barbecue électrique d'extérieur et d'intérieur, Tefal, tu penses à tout. Vous exigez une propreté parfaite pour vos vêtements préférés, mais vous craignez de les abîmer. Pas moi. Plus maintenant. Pas depuis que j'ai essayé le nouveau Coral Intense. Certaines lessives n'abîment pas les couleurs, mais la propreté n'est pas toujours parfaite. D'autres lessives lavent bien, mais délavent les couleurs. Coral Intense a des agents lavants concentrés et des protecteurs de couleurs. La propreté est parfaite, les couleurs éclatantes. Mon chemisier est impeccable. Et le jaune n'a pas bougé. Avec Coral, je porte ce que je veux, quand je veux. Coral Intense, le vrai spécialiste des couleurs. En ce moment, 100 pierres précieuses à gagner en jouant avec Coral. Messieurs, j'ai décidé d'équiper l'entreprise en micro-ordinateur compact. Malheureusement, je ne peux en acheter que 2. C'est un problème. Voilà la solution. Compact lance Prolinéa. Prolinéa, c'est 100% compact à un prix qui rentre dans tous les budgets. Maintenant, vous pouvez avoir un compact. Compact à suivre. Regardez, avant je nettoyais ma salle de bain avec de l'huile de coude, c'était pas brillant et avec une tonne de produits. Mais terminé, voici le nouveau Monsieur Propre Salle de Bain. Un seul produit pour toute la salle de bain. Comparé à une crème, pas besoin de frotter. Et comme c'est plus facile à rincer, plus de traces. Et avec son agent anti-calcaire, même dilué sur les sols, fini les traces de calcaire. Du sol au lavabo, un seul produit, quel brio! Nouveau Monsieur Propre Salle de Bain. Match en direct, info, résultat, tout Wimbledon au 36 65 21 21 et sur Minitel 36 15 FR3. Chaque jour, gagnez des cassettes TDK et une raquette donnée. Ouvre les yeux à la fin. J'ai grandi et je ne suis plus le petit frère. Robert Taylor tente d'arrêter l'épopée sanglante de John Cassavetes. Libre comme le vent. Ah, tu es de la veine des dessous. Fanny, je t'ai dit de nous laisser le passage. Va au diable. Deuxième film de la soirée consacré au séducteur hollywoodien Robert Taylor, jeudi à 22h55. On est assez de creuser des tombes. Et si demain les volcans d'Auvergne se réveillaient, que deviendrait Clermont-Ferrand? Les volcans d'Auvergne ne sont pas éteints. Ils sont endormis. Quels sont les risques volcaniques et sismiques qui nous menacent? Haroun Tazieff répond. Il y a le risque de catastrophes énormes. On ne fait rien pour les mêmes raisons scandaleuses qu'on ne fait rien en Grèce et qu'on ne fait rien en France. Traverse affronte les colères de la Terre, vendredi à 21h40.
Bonsoir. Un nouveau président en Algérie. Au lendemain des funérailles de Mohamed Boudiaf, Ali Kafi a été désigné. Il prend donc la tête du Haut Comité d'État. Il faisait partie de la première équipe qui avait repris le contrôle du pouvoir après l'annulation des élections législatives et la victoire du fils. Ali Kafi est aussi une figure de la lutte pour l'indépendance. Il s'est engagé très tôt dans ce combat. Et puis le Haut Comité d'État a déjà annoncé ce soir la création d'une commission d'enquête sur l'assassinat du président Boudiaf. Nos envoyés spéciaux à Alger, Morad Aïtabouche et Christian de Carnet. Ali Kafi, c'est lui. Il aura fallu 3 jours au Haut Comité d'État pour le désigner à la tête de l'Algérie. Il était secrétaire général des Moudjahidines, les anciens combattants. Avec lui, c'est la légitimité historique du FLN qui se perpétue. C'est tout de même une demi-surprise. Les observateurs ici attendaient plutôt le général Nézar. Reste qu'Ali Kafi est un homme intègre et intransigeant. Il devrait poursuivre le combat entamé par le président Boudiaf. Ali Kafi va suivre ce qui a été fait. Il ne veut pas tourner le dos à ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est un message aussi qui me paraît clair à destination des islamistes, des anciens Moudjahidines. L'organisation des Moudjahidines est une organisation fondamentalement hostile à la mouvance islamiste. À ses côtés, au Comité d'État, il sera épaulé par Ali Haroun, Tadjeni Adam, le général Nézar, le ministre de la Défense, et un nouveau, Reda Malek, l'ancien président du comité consultatif, l'organe chargé de rédiger les lois à la place de l'Assemblée nationale dissoute. La première mission du nouveau chef d'État sera de faire toute la lumière sur l'assassinat du président Boudiaf. Les Algériens, hier, lors des funérailles, l'ont crié haut et fort, ils veulent connaître la vérité. Ensuite, le président Ali Kafi devra gérer le pays, un pays qui traverse une crise économique sans précédent. Les routiers maintiennent leur blocus. La plupart ne veulent pas bouger, même si les premières discussions se sont déroulées souvent sur le terrain entre représentants des préfets et délégués des chauffeurs. Ce matin, le mot d'ordre était apparemment de bloquer les dépôts d'essence et donc de provoquer un début de pénurie. Opération notamment autour de Paris. Reportage Pascal Sceaux, FR3 Île-de-France. Le port de Gennevilliers au régime sec. Depuis ce matin 6 heures, plus une goutte d'essence ne franchit le barrage des camions. Et ce soir, aucun signe de décrispation. Il y a bien eu la rencontre d'une délégation de 4 chauffeurs avec le préfet. Déblocage immédiat contre la promesse de négociation sur le permis à points. Les camionneurs n'ont pas marché. Déjà, ils s'organisent pour la suite. Ils se sont trouvés un leader, surnommé Tarzan, et font ressortir toutes leurs revendications. On est indispensable. S'il n'y a pas de chauffeur pétrolier qui emmène le produit dans les pompes, personne ne peut rouler. Alors on veut de la considération. On veut être respecté, être considéré, et on veut gagner notre vie parce qu'on fait des 14 heures par jour et on ne gagne pas notre vie. À la pompe, ce n'est pas encore l'affolement. La chasse à l'essence n'a pas commencé, même si dans cette station, le gérant a constaté une hausse inhabituelle de la consommation. Une chose est sûre, il ne tiendra pas jusqu'à lundi s'il n'est pas livré. Essence, je ne pourrais pas faire autrement que de fermer mes pompes. Devant les risques de pénurie, la préfecture de Nanterre a menacé les camionneurs. Si demain matin, ils n'ont pas débloqué le port, la police interviendra. Craint la police? Oh, pas du tout. Pas du tout, on ne les craint pas. À l'inverse des routiers, les camions-citernes ne bloquent pas la circulation, mais s'ils persistent, ils pourraient bien l'empêcher. C'est bien tout le secteur de la distribution qui subit déjà les conséquences de ce mouvement. Des stations-service ont dû fermer, notamment dans la région lyonnaise. Et on commence à se faire du souci à Rungis. Le point avec Hervé Dino. Les Français ne sont pas encore confrontés à la pénurie, mais l'approvisionnement des ménages est cependant très perturbé. En fait, c'est le réservoir des automobilistes qui pâtit le plus du mouvement des routiers. Les chauffeurs jouent désormais la carte de la panne sèche en intensifiant le blocus des raffineries. Dans la région lyonnaise, 80% des stations sont à sec. Le préfet affirme qu'un dispositif d'urgence a été mis en place. L'essence pourrait être prélevée sur les réserves des dépôts militaires. À Toulouse, afin de fournir la clientèle durant encore 48 heures, les pompistes ont instauré un système de rationnement. En ce qui concerne les produits alimentaires, c'est encore la région lyonnaise qui semble la plus touchée. Le blocage du marché d'intérêt national de Lyon-Gare préoccupe l'ensemble des professionnels de la distribution. Moi, je m'attends certainement à des dépôts de bilan. Par ailleurs, ça va toucher l'ensemble des circuits de distribution et surtout les consommateurs qui ne vont plus rien trouver dans les 2 ou 3 jours qui suivent. À Rungis, la situation est moins critique puisque l'approvisionnement est assuré à 80%. Autre secteur touché, celui des industries mécaniques et automobiles. Faute de pièces détachées, elles doivent ralentir, voire stopper la production. Cependant, en puisant dans leur stock et en ayant recours au transport ferroviaire, industriels, grossistes et distributeurs devraient pouvoir satisfaire la demande jusqu'à la fin de la semaine. Au-delà de cette limite, il faudra mettre en place un dispositif de crise.
Puis impossible donc pour l'instant de se rendre de Lille à Marseille par l'autoroute. Beaucoup de barrages sur le grand axe nord-sud. Les spécialistes de la circulation en ont recensé au total 150 de ces barrages, donc un peu partout en France. Une véritable prise en otage dénoncée notamment par de nombreux maires de grandes villes. Les discussions sont très laborieuses, même si depuis hier soir, le gouvernement a fait un geste d'apaisement. Le disque d'enregistrement du temps de conduite et de la vitesse ne sera pas pour l'instant pris en compte. Et puis cet après-midi, François Mitterrand, qui recevait la présidente de la Ligue contre la violence routière, a indiqué qu'il n'était pas question de céder sur le principe du permis à points. La Coupe du Monde de football en France, mais Michel Platini s'en va. Les deux nouvelles sont tombées à quelques minutes d'intervalle. D'abord à Zurich, la décision a donc été annoncée vers 12h30. Le dossier français avait été préféré à celui du Maroc. Un vote au premier tour après un dernier oral devant le comité exécutif de la Fédération internationale. Une Coupe du Monde de football, c'est le deuxième événement en importance après les Jeux Olympiques. La candidature française avait été soigneusement préparée et il y a encore seulement quelques semaines, une commission d'experts était venue pour une tournée d'inspection en France. Pour le Mondial 98, 13 villes et 14 stades ont été retenus. Il faudra rénover ou même construire. Deux exemples avec Pascal Justice. Pour accueillir la cinquantaine de matchs qui vont se dérouler pendant le mondial, il va falloir construire des stades et en rénover d'autres, comme celui de la Méno à Strasbourg. Il ne contient que 18 000 places assises. Le règlement de la Fédération internationale de football en exige au moins 40 000. Il faudrait donc surélever la tribune du double de sa hauteur actuelle. Coût de la transformation, entre 150 et 200 millions de francs. Ce qui nous amène à l'inévitable question, qui va payer? Il est exclu que la ville fasse des dépenses somptuaires pour permettre simplement de jouer 2 ou 3 matchs. Il me semble en tout cas qu'au prix auquel est cette Coupe du Monde pour la transformation du stade et au coût d'objectifs financiers à l'heure actuelle, eh bien l'objectif est difficilement atteignable. Le stade vedette sera sans conteste celui de Sénart, à construire de toutes pièces. L'idée est de Michel Rocard, qui dès 91 a choisi cette ville nouvelle de la banlieue parisienne, qui s'appelait encore Melun-Sénart il y a 8 jours, pour la construction d'un immense stade de 80 000 places. C'est là que devrait se dérouler le match d'ouverture et surtout la finale. Le projet n'est encore qu'une maquette et le coût incertain, entre 1 et 4 milliards de francs. Outre les fonds publics, il est prévu de faire appel aux entreprises privées. 3 autres stades seront construits à Nancy, Nice et Rouen. Les autres seront rénovés. Au total, 14 sites dont le coût des travaux est estimé à 2,2 milliards de francs, au bas mot. Et puis un coup de chapeau à notre confrère L'Équipe, une édition spéciale Coupe du Monde, 8 pages avec tout le détail du dossier français, la liste de tous les stades et même des rappels historiques. C'est la première fois dans l'histoire de L'Équipe que le journal réalise d'ailleurs un tel numéro spécial. Il est en vente dans tous les kiosques jusqu'à samedi au prix de 2 francs et le produit de cette vente sera remis aux victimes de la catastrophe de Furiani. Michel Platini, lui, donc, s'est félicité de l'organisation de cette Coupe du Monde en France, mais il a annoncé aussitôt qu'il abandonnait son poste de sélectionneur national, une décision qu'il avait prise, en fait, il y a déjà plusieurs jours. Les Français, on sait, ont déçu dans l'Euro 92, et la Fédération reconnaît qu'il ne sera pas facile de lui trouver un successeur. Explication de Michel Platini lui-même sur cette décision. Ça va être vite fait. Bon, j'arrête, voilà. C'est fini. Michel, vous... Non, je n'ai pas aucune explication à vous donner, déjà, premièrement, parce que j'arrête. Mais voilà, j'arrête. J'ai décidé depuis très longtemps d'arrêter après le championnat d'Europe, après la désignation de la Coupe du Monde. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Ça me déçoit de le dire dans un moment, pour moi, dans un moment de fête, parce que c'est un très grand moment de fête pour nous. Mais bon, il fallait prendre une décision. Il faut que la fédération s'organise pour trouver quelqu'un à ma place. Et puis, donc, je vous le dis maintenant. Ça me déçoit de le dire maintenant, mais bon, j'arrête. Le Luxembourg ratifie Maastricht. Le Parlement a voté oui ce soir au traité d'Union européenne. Il n'y avait pas de référendum au Grand-Duché et le Luxembourg est le premier État de la communauté à ratifier donc Maastricht. De nouveaux renforts pour le pont aérien à Sarajevo. Après les avions français, on attend demain les premiers appareils américains, 2 C-130 en provenance d'Allemagne et puis un avion portugais doit également atterrir dans la journée. Sur l'aéroport, de nouveaux casques bleus prennent position. Depuis 48 heures, les vivres et les médicaments ont été regroupés et on a organisé aujourd'hui les toutes premières distributions à la population. À Sarajevo, l'envoyé spécial de la 3, Pierre Babet. 16 heures dans le quartier musulman de Vatnik, à l'est de Sarajevo. La toute première distribution de vivres acheminée hier par l'un des 3 transals de l'armée française qui s'est posé sur l'aéroport. Bénéficiaires de cette aide humanitaire, 500 réfugiés musulmans
expulsés par les Serbes de leur village avant-hier et qui depuis n'avaient plus de nourriture. C'est donc 500 rations individuelles de combat qui viennent de leur être distribuées. Autant dire que cet effort devra être renouvelé tous les jours. Bon, le besoin total pour tous les gens ont besoin en Sarajevo, c'est 200 tonnes par jour. Vous espérez les avoir dans les jours qui viennent? Je crois que maintenant nous sommes dans la phase de mettre tout le système de distribution, tout le système de recevoir, de réception au aéroport en place. Et dans quelques jours, quelques jours, on va être préparé, bien préparé. En attendant que la situation redevienne normale ici à Sarajevo, il faut donc acheminer la nourriture par voie aérienne. 10 avions par jour, cela fait 300 avions par mois. C'est dire l'importance que devra revêtir l'effort de la communauté internationale. Et puis de nouvelles manifestations à Belgrade. Au moins 40 000 personnes défilent en ce moment même dans le centre de la ville pour demander le départ du président Milosevic. En début de soirée, ce cortège se dirigeait vers les bâtiments de la télévision, un bâtiment qui est protégé par de très importantes forces de police, une télévision qui est accusée par l'opposition de propagande pro-gouvernementale. Après l'espoir, à nouveau la crainte en Afrique du Sud. Malgré le succès du référendum pour la poursuite des négociations, la situation paraît ce soir totalement bloquée. La semaine dernière, c'est Nelson Mandela qui avait refusé toute nouvelle discussion. Aujourd'hui, c'est le président De Klerk qui change radicalement de ton. Pour lui, l'ANC veut bien le pouvoir et il faut maintenant lutter contre l'anarchie. Le commentaire de Pascal Verdon. La réponse du berger Frédéric De Klerk à la bergère